Donc, maintenant nous allons écouter une conférence de Rudy Chabot, qui est professeur de lettres à l'Institut Don Bosco et qui a réalisé un mémoire de maîtrise sur Marco Gall, donc sur le sujet, ce sera en italien, a filo d'acqua, tra la vita e il nulla, abbeverarsi alle acque perdute, di Marco Gall. Grazie. Sta su. Faccio prima così forse. Allora, buongiorno, buon pomeriggio. Dunque, io ho passato qualche paio d'anni a occuparmi delle poesie di Marco Gall, non so se tutti lo conoscono, però è forse tra i maggiori poeti, non solo in patois, su quello gioca su un'altra scala, ma dialettali, per quel che riguarda appunto anche i poeti dialettali tout court in Italia. È uno dei maggiori poeti dialettali proprio perché non fa della sua poesia in dialetto una tematica di revanchismo, e in lui è completamente assente la discussione sulle parlate dialettali e la loro scomparsa da un punto di vista appunto politico, possiamo dire così. Per lui fare poesia in dialetto è fare poesia, quindi quello che realizza è semplicemente una poesia che utilizza lo strumento della lingua in patois come unico strumento per lui possibile per riuscire ad attingere veramente alle tematiche che sono in se stesso, che sono nel poeta. Allora, quando dovevo pensare a che cosa dire qua, dovevo pensare a un titolo che mi convincesse che potesse in qualche maniera essere, come dire, riassuntivo della poetica di Marco Gall, che è tanta, ma soprattutto almeno di alcuni dei temi maggiori e che la percorrono tutta. Quindi A filo d'acqua, tra la vita e il nulla, abbeverarsi alle acque perdute di Marco Gall era un titolo che appunto poteva convincermi, questo per alcuni motivi. Intanto per la presenza dell'acqua nel titolo. La presenza dell'acqua nelle poesie di Marco Gall, così come la presenza del tema del sogno, degli straniamenti, della memoria, del tempo perduto, è un campo semantico, quello dell'acqua, che percorre tutta la poetica di Marco Gall. Tra la vita e il nulla, inteso come ossimoro, perché Marco Gall, se ha una cifra stilistica, quella cifra stilistica risiede tutta nel frammento breve, lirico, gnomico, ma soprattutto nell'ossimoro, cioè tutta la sua poetica, in fin dei conti, realizza un grande ossimoro in ogni ambito, sul quale si muove come in bilico. E quindi ci stava bene anche la parola filo d'acqua, perché la posizione di Marco Gall rispetto alla vita e rispetto alla poesia è quella di chi sta a margine e sul limite, è quella di chi anela a partecipare al grande banchetto della vita e non ci partecipa mai, è quello che non è mai stato invitato ad assaporare la mela, il frutto prelibato delle cose nascoste, i piaceri del corpo, perché il suo è un corpo giocattolo bambino rotto, e quindi questo non gli permette di partecipare alla vita come gli altri, e in questo si strugge. Da qui escono fuori le tematiche di Marco Gall, che dice per tutta la vita lui ha osservato le cose à l'instant, dal limite, che è il titolo di una sua raccolta poetica, à l'instant, e da questo limite, con la sua pupilla incomparabile, ha scrutato nelle porte d'oro del giorno, però non è mai potuto essere, ha sempre e soltanto potuto conoscere, osservare, ma mai essere. E da lì uno dei suoi versi, le mio itre che pugnitre,
e in questo esce fuori anche la sua sfiducia nel libro, nella forma, nella conoscenza culturale delle cose. Per lui l'unico maestro e l'unica vera realtà è il corpo. Il corpo per Marco Gall è quasi un'ossessione e diventa a un certo punto, in una delle sue raccolte, diventa corpo mistico addirittura, corpo puro di latte, corpo impuro, corpo angelo, corpo inferno. E questo corpo è l'unica realtà alla quale possiamo ancorarci. Tutto il resto passa, nel corpo invece resiste la bellezza. L'altro grande tema per Marco Gall appunto è la bellezza, ma non dilunghiamoci. Abbeverarsi quindi alle acque correnti di Marco Gall invece introduce un aspetto che forse in questo incontro ci può interessare di più, nel senso che questo riguarda più strettamente il patois. Quando Marco Gall dice, cioè fa un invito nella sua poesia, nella prima raccolta che fa in patois, che esce nel 91, quando lui ha già fatto tanta poesia in italiano, quando esce questa raccolta, una delle prime poesie invita il lettore a piegarsi a bere alle acque perdute, e con le acque perdute intende la memoria del tempo, la memoria delle cose passate che non ritornano, ma che lui va cercando e di cui lui va cercando le reliquie, e in questo parla di patois, perché la scelta di poetare in patois è anche una scelta che compie perché è l'unica lingua con la quale lui riesce a ripossessarsi della sua memoria, che non è una memoria soltanto sua, ma una memoria collettiva, che poi lui rende in maniera molto intima, ma il recupero che fa è un recupero del tempo perduto e de si mondo in fond di temps, che sarebbe quel mondo in fondo al tempo di cui lui ha visto gli ultimi barlumi, che era il mondo agricolo, il mondo rurale valdostano, e che adesso è scomparso. Notare bene rispetto agli altri patoisans, rispetto ai suoi colleghi, di cui essenzialmente lui non apprezza troppo la poesia, neanche i modi, a parte la Martinet, alla quale invece lui attinge, e che è stato il motivo per cui ha cominciato a poetare in patois, proprio perché ha letto le poesie della Martinet e le ha trovate valide. Ecco, in lui non c'è nessun tipo di rimorso, malinconia o desiderio di ritorno al passato, cioè la vita del passato era terrificante e vuota di senso esattamente come quella che c'è adesso. Pertanto non troviamo nelle sue parole in patois nessuna carezza al passato rurale, alla campana del villaggio che suonava e metteva tutti d'accordo e tutti ci si stringeva intorno al falò. No, per Marco Gall, che è un poeta moderno, anzi contemporaneo, Marco Gall è già passato oltre anche a questo tipo di, possiamo dire, tutto sommato di menzogna, nel senso che anche la vita del passato, e specialmente quella rurale, spesso e volentieri non ha esattamente belle cose da raccontare, e Marco Gall lo sa bene. Uno spunto autobiografico, uno spunto biografico che ho piazzato è questo di Zoppelli, perché sennò non capiamo come mai Marco scriva queste cose. L'armatura invisibile del bibliotecario proteggeva Marco dagli attacchi esterni, in modo che si poteva dedicare a rielaborare, ricucire e sublimare le tante piaghe che lo affliggevano nell'intimo. Marco Gall vivrà per tutta la vita a Gressan, non si muove da lì, quello è il suo antro, la sua protezione, e sceglierà di utilizzare non il patois koiné di Aosta, che tutto sommato ha smesso di esistere tanto tempo fa e sarebbe stato non utilizzabile, ma una lingua di minimanza, cioè di minoranza nella minoranza. Lui attinge al suo solo patois e non si interessa di rendercelo più leggibile di tanto, quindi non si interessa neanche troppo alla parte che riguarda la grafia del patois, ne sceglie una e quello è, perché non gli interessa fare un'operazione di leggibilità. Per renderci leggibile il suo patois, lui, sapendo che non possiamo tutti sapere il patois di Gressan, nella sua pagina mette le tre lingue. Quindi nella pagina di Marco Gall c'è la poesia in patois, poi c'è la poesia trasposta in italiano e la poesia trasposta in francese.
La poesia trasposta le poesie trasposte in francese e in italiano, lui le chiama transposition, proprio per evitare il termine traduzione, e vuole evitare il termine traduzione perché nella traduzione, quando si traduce, si cerca di ricostruire sia il suono, sia la rima, ma soprattutto il significato, il simbolo. E siccome il significato e il simbolo per Marco Gall sono insiti, attaccati alla lingua sua, che ha succhiato dalla madre e che gli arriva dalla radice del suo essere, siccome per lui sono annientati se tradotti in un'altra lingua perché non suonano più e il suono è il veicolo del messaggio, allora lui non chiama traduzione quello che fa, ma transposition. È un piccolo inganno, nel senso che poi anche nella traduzione in italiano ci tiene a una certa forma e modifica alcune parti, e invece per quel che riguarda la traduzione in francese no, è proprio più una traduzione di servizio che paga un po' lo scotto alle nostre ragioni più politiche, insomma, all'autonomia valdotene, diciamo così, ed è quella più o meno legato. Di solito la traduzione in francese la lascia fare alla sorella, che è una maestra delle elementari, ancora viva, e che insegnava quindi anche francese. Pertanto si sentiva sicuramente meno sicuro di quest'ultima traduzione, ma voleva anche che le tre lingue comparissero sulla pagina, al di fuori di qualsiasi tipo di conflitto, di cui invece lui in realtà era in una certa misura a conoscenza, ma questo riguarda un altro tipo di dibattito. Quindi Marco Gall se ne sta aggressando e sfrutta le cose della vita da un punto di vista un po' dimesso sul limitare delle cose, ma questo è come intende lui la vita. Parlo antiche parole che sono nate con la mia carne vivente, sbocciate nel mio cervello, nei suoi antri sconosciuti e scaturite come musica del tempo, frustate dalla mia lingua, suoni cresciuti per secoli su bocche amare, lisciati e sbattuti tra i denti del tempo, scaturiti dalla vita come sorrisi e grida, ma soprattutto come un muschio di dolore, gli sono addosso come un muschio di dolore sul tormento della carne e del cuore. Ecco come intende lui il patois. Questo è uno dei primi testi che troviamo fatti da lui. Per tutta la vita, quindi Gall interroga delle immagini che sono sepolte, che sono già scomparse, e cerca sempre e vive sempre in questo perpetuo tentativo di riportarli indietro, sapendo che in realtà questo tentativo non ha senso e che non gli riuscirà mai. E quindi va in cerca di reliquie, possiamo dire. E questa ricerca era già presente in realtà nelle poesie in lingua, ma c'è una cosa che possiamo dire. Nel passaggio tra la poesia che scriveva in italiano e quella che poi scrive in patois, c'è come uno spostamento di prospettiva, cioè è come se la lingua patois, come se il patois finalmente utilizzato gli desse accesso alla parte più inconscia, a quella più archetipica, a quella piena di contenuti magmatici che altrimenti non sarebbero mai saliti. E questo dà vita anche a un cambiamento proprio dal punto di vista delle immagini, che diventano più vivide, più violente anche, riesce a scrivere cose che prima non riusciva a scrivere perché finalmente utilizza il mezzo che gli è avvinghiato addosso e che ha succhiato dal latte materno, che quindi fa parte di lui. E non solo, questo mezzo che è il patois si porta dietro anche tutti i simboli, tutte le storie, tutte le immagini sepolte della gente che il patois l'ha parlato, e quindi finalmente lui dà vita anche a dei personaggi che sono formiche della realtà rurale. Lui spesso e volentieri parla del mondo contadino come di un mondo di formiche che si sono distrutte fino a morire nella terra e di cui la storia ha cancellato tutto. Quindi noi tutti procediamo verso un grande nulla, in fin dei conti, ma allo stesso tempo continua sempre ad aggrapparsi alla vita. Lui è quello che dice, e quindi continua a muoversi in questo simbolo tra la vita e il nulla. Ci dice come sempre che c'è un'assenza di finalità nel nostro esistere, eppure allo stesso tempo è avvinghiato al corpo, alla sua bellezza, alla storia del corpo,
perché il corpo è l'unico luogo vero alla fine della sua poesia, nel senso che lui parlerà spesso, qualche volta anzi, di luoghi proprio fisici che la gente può riconoscere, la gente di Gressan, ma in realtà il vero luogo della sua poesia, ed è per quello che la sua non è una poesia campanilista, ma è universale, tende a essere poesia punto e basta. È un accidente il fatto che sia scritto in patois, è un accidente. Poteva scrivere in italiano, ma non sarebbe riuscito. Appunto, l'unico luogo reale, l'unico luogo che ci appartiene è il corpo, ed è lì dentro che accadono tutte le cose. Tutto quello che è al di fuori è uno straniamento, una sorta di sogno. Qua è un altro esempio, questa è una poesia invece del 65 ed era ancora in italiano. Care immagini sepolte oltre il tempo, lungamente cercate, io mi sono proteso disperatamente oltre i miei sensi, oltre questa breve romana. Ecco, nel passaggio al patois prende un'altra allure la sua poesia, chiaramente, ed è un recupero della memoria, ma è un recupero appunto senza mai nostalgia, e perciò quando parla di personaggi parla anche degli aspetti forse più crudi della realtà, che invece altri poeti patoisani tendono a domesticare e a trasformare in maniera un po' diversa, ad aggiungervi quel filo di romanticismo che Gall invece non sopporta e che infatti spesso nelle sue postille dice che trova che siano poveri esempi di poesia. Ecco. La vita quindi è sia tenera che crudele, fine della storia in qualsiasi lingua, e la lingua patois, ecco, il modo in cui la definisce è poignenta e cantio, nel senso è pungente e sensitiva. Pungente perché il suono del suo patois è crudo, non è musicale, non è la bella lingua, ma soprattutto sensitiva nel senso più mediatico del termine. È sensitiva perché gli permette di accedere a una parte di sé e dell'inconscio, e in questo la lingua è medianica, sensitiva anche in quel senso, perché gli permette di sentire finalmente tutte le cose, ma soprattutto di dissolversi all'interno di tutte le cose. Cioè quando Marco Gall passa al confine, ci sono queste acque che scorrono, che rappresentano il tempo, ma noi dobbiamo immaginarci Marco Gall al limitare di quest'acqua, di questo Alençon, no? Di questo limite che è l'acqua, e lo specchio d'acqua Marco Gall col patois lo attraversa, cioè mette la testa sotto, e lì sotto trova tutte le immagini sepolte, tutto quel materiale che è scomparso dalla faccia della terra e che può ancora ritrovare se fa attenzione, e ce lo restituisce. E quindi patois significa anche, in un certo senso per lui, aumentare la propria capacità di percepire, aumentare le proprie capacità percettive, e quindi poter restituire molte più immagini. Lui finalmente col patois vede scorrere tantissimi sogni, straniamenti, immagini. Le sue poesie diventano molto rarefatte, molto estranianti spesso e volentieri, difficilmente si dà il racconto tout court, e questo è reso dal patois, tutto sommato. Abbiamo ancora un minuto. Cosa potrei dirvi, visto che alla fine non ho guardato le slide, che quindi non ci sono state troppo d'aiuto, ma dovrebbe essercene qualcuna ancora, e non ho parlato di ciò che dovevo, mi sono lasciato un po' andare. Sì, possiamo dire questo. Il mondo che Gall vuole ricreare è scomparso, il grande cambiamento industriale è avvenuto e Gall ce lo registra. Il mondo di prima, quello che ha tentato di riesumare tramite il suo patois, non c'è, eppure continua a cercarne i segni, i fantasmi e le reliquie, come uno schiavo che trascina la sua catena. Io trascino in me la memoria di voi. Qualcosa però lo si trova sempre se cerca bene tra i pruni, e quindi chi tocca la vita muore. Non sapevo prima di venire.
ma ora che il freddo ancora non urla nei rami ghiacciati, ci sono dei pruni bianchi fioriti ai bordi delle fontane e quest'albero di fresco piantato che danza con una sua febbre. Lumachine d'infanzia salgono al bosco di foglie dopo la pioggia, giocattoli di bambini antichi, dolci balocchi, teneri, mostri. Ecco, sono queste le reliquie che lui trova, giochi di infanzia, giocattoli di bambini, mostri. E voilà. Spero di essere stato chiaro, di aver dato più o meno una visione del mondo di Gall. So che il tempo era poco e ho toccato un sacco di cose. Se dovete chiedere qualche roba, Comme d'habitude, nous avons 10 minutes pour les questions et les questions. Peut-être en italien. Vous prenez les questions en français? les questions, on peut les faire en français. Démocratie. Sono democratico. Sì, lo faccio per te. Allora, sì, pienamente d'accordo su quello che hai detto all'inizio quando parli di Marco Gall che non parla del passato. Io mi accorgo ogni volta che apro un libro, trovo magari su una bancarella un libro di poesie in patois, scorro i titoli e via che comincia la campana che non suona più, la fontana che non ha più acqua, il vecchio mulino, il campo che non dà più frutto e di una tristezza assurda e immensa dove si va a idealizzare un mondo che non esiste più e che effettivamente non è descritto com'era. È tutto bello quello che c'è nel passato, ma in realtà è una vita difficilissima e di cui veramente a volte era meglio non ricordare che cosa fosse. Mi piace personalmente cercare di usare il patois in una maniera stile appunto più moderno, dove si parla di quello che magari c'è nel cuore, di quello che passa per la testa, ma dove effettivamente manchi il ricordare il passato, il ricordare la lingua, queste cose come hai spiegato tu prima. Ed è forse quello a cui miriamo noi delle nuove generazioni, insomma, quasi nuove generazioni per la nostra lingua, cioè puntare a non come era bello o quanto non era bello, ma qualcosa che esprima effettivamente noi stessi e il nostro mondo e il nostro modo di vivere. E quindi in questo senso Marco Gall come qualcuno che è in grado di segnare la via che dovremmo imboccare tutti quanti quando pensiamo alla nostra lingua. Sì, niente da dire, nel senso che l'intento di Marco Gall era sicuramente proprio questo, non poteva che eseguire questo comando che viene dalla verità, dalla ricerca di verità, e quindi non poteva raccontare un mondo che in fondo non è mai esistito. È un problema, è stato a lungo secondo me un problema anche dell'editoria, se vogliamo, valdostana, nel senso che si è dato largo adito e sono riusciti a pubblicare effettivamente delle poesie che sono molto campaniliste, che sono molto passatiste, che non hanno aggiunto nulla al discorso. Perciò effettivamente esclusa la Martinet ed escluso Gall è difficile trovare nel panorama valdostano e in generale quello paposan qualche cosa che riesca effettivamente a equipararsi intanto al lavoro stilistico che hanno fatto, ma soprattutto qualche cosa che non riporti sempre ai soliti paradigmi, appunto quello del bel villaggio, quello del campagnolo che però si stava meglio lì. Ecco, a proposito di questo Gall dice una cosa interessante, non parla mai dei suoi colleghi chiaramente, se parla è per parlare e bene della Martinet, Martinet che però tra l'altro non è studiata in Valle d'Aosta, non se ne occupa nessuno, se ne sta occupando una persona che è quella che ha curato per una vita e che cura ancora le cose di Gall,
Ecco, tra l'altro è uscito un ultimo libro di Marco Gall con le ultime sue poesie quest'anno, per i 10 anni dalla morte, tra l'altro, e si chiama Epeluio, scintille. È interessante, sono tanti piccoli frammenti che ricostruiscono di nuovo gli stessi temi: vita e nulla, morte, amore, corpo, pulsioni sessuali, tante pulsioni sessuali. Ecco, Marco Gall è uno di quelli che quando aprivi nel 91 il suo libro diceva, cioè, trovavi scritto in patois il grido d'amore che sta scritto che è esploso sul cesso della stazione, schiavo cerca padrone. Erano tematiche che nessun patoisan si era mai permesso di toccare, perché bisognava parlare delle mucche, e noi lo concediamo volentieri questo a Serlogno perché era un uomo del suo tempo, e giustamente invece in questo è stato innovativo. Fine del Novecento non è più possibile parlare solo di questo. Ma dovevo rispondere a qualche cos'altro che ho dimenticato. Ah sì, Marco Gall, cos'è che volevo dire? Diceva proprio questo, che l'uomo ha vissuto questo trauma nell'allontanamento dal campo, perché poi è entrato in fabbrica, ma dice che essenzialmente una volta l'unica differenza è che si era liberi di morire nel campo, adesso invece siamo nelle fabbriche, moriamo qua dentro. Ma in realtà poco cambia, si veniva poi dimenticati nella terra altrettanto in fretta. Quindi no, ci si lega a questo, e l'unica speranza forse di una poesia futura in patois rimane la strada di Gall, cioè è lui che deve fare l'esempio, perché secondo me, e se è detta non solo mia, ma di tutti gli specialisti che si occupano però di letteratura e non di linguistica, è la miglior strada percorribile ed è il migliore per ora da averla percorsa, almeno in questa lingua, assieme a pochi altri dialettali, ma lui è inserito comodamente nei primi 5 poeti dialettali italiani, e in Valle d'Aosta ce lo dimentichiamo e non lo sappiamo essenzialmente perché credo che prima ad oggi di Marco Gall si fosse parlato o poco o niente, e si fosse più che altro parlato anche in giusta misura di Serlogna, qualche volta della Martinet, anche Martinet dimenticata però, e niente, questo è quanto. Un'altra question? Io ho una domanda brevissima di brutale ignoranza, perché siccome cioè, è un poeta che di fatto non conosco, cioè di cui ho sentito parlare, avevo letto, se non sbaglio lui è anche autore, c'era un libro che riassumeva un po' la poesia in Valle d'Aosta, mi sembra che sia stato scritto da lui, quello l'ho letto, però cioè, proprio 2 dati biografici, cioè di che anni si parla per le pubblicazioni? Guarda, devo stare qua. Okay. Dunque, lui comincia a scrivere, la sua prima raccolta si chiama Canti di ricerca, dedicata a coloro che hanno tensione, quindi è già tutto un programma, ed è del 64-65, qualcosa del genere. Poi ne scrive ancora un altro che si chiama Felicità Media, dopodiché non scrive più nulla e ricomincia nell'89, e Icoli, Acque perdute, appare nel 91. Poi dopo c'è Alençon, guarda qualche anno successivo, poi compare Messaie, Acque libere della sera, è tutto a tema acquatico Marco Gall, infatti è del cancro, questo non dovrei dirlo forse, scherzi a parte. E poi compare Alabergian, siamo già nei primi 2000, e Alabergian, che vuol dire, Alabergian sarebbe per prendere il nome da beveragium, quindi anche dall'abbeverarsi sempre alle acque, ma ricorda anche l'albore sera, cioè un'altra parola che ricorda il bagliore che c'è alla sera. Infine, guarda, l'ultimo che ha composto, che ha proprio trattato finché era in vita, esce nel 2015, quindi, perché poi lui muore nel 2015, più o meno queste sono pronte. Flea, dal 2011, Flea, non so, è molto interessante come titolo, perché per concludere una vita ha senso. Flea sono tutti rimasugli di quando tu fai il fieno e poi il fieno finisce, ci sono tutti i rimasugli che rimangono a terra.
quello rappresenta il germoglio grezzo di tutta la vita mischiata insieme. C'è un senso di dissoluzione nel tutto, nel cosmo, nel grande ordine delle cose e nella grande confusione delle cose, anche in questo titolo, e aveva già pensato a quest'altro che invece è uscito adesso, qualche mese fa. Siamo riusciti rompendo le scatole un po' a destra manca, e per lui sono le scintille, e quindi niente, in realtà ancora contemporaneo, 2025, certo è morto da 10 anni, però sì, a livello di biografia questo è, non c'è tanto altro da raccontare, nel senso che a 16 anni rischia la morte, e questo lo segna particolarmente, poi rimane sempre segnato anche fisicamente, perché è uno degli ultimi casi di polio in Europa, credo. Quindi se l'ha contratta già da piccolo, e lui stipula un patto con la morte a 16 anni, dove le chiede di non farlo morire prima di fargli conoscere l'amore, sicché lui fugge l'amore come la morte da allora, e infatti è rimasto, ahimè, solo, adorando e amando tutta la vita, però non partecipando mai alla vita effettivamente. Ma è una cosa che dice lui, non è una cosa che dico io, chiaramente mi astengo da fare questa proposta, ce la mette lui chiara e tonda nelle poesie, ce la scrive. Quindi la bibliografia, che è stato un bibliotecario che ha condotto una vita molto tranquilla, molto protetta, e che ha avuto sempre questo forte legame con la sorella, che leggeva le sue poesie, ogni tanto correggeva il suo francese, e poi ha scritto anche alcuni libri che riguardavano la storia di Gressani, la chiesa di Gressani, eccetera, eccetera. E questo è quanto. Ha vinto molti premi in Italia per la poesia dialettale, quello sì. Voilà. Merci à Rodi Chabot. Grazie qua. Et donc, nous allons passer à la conférence suivante, donc, de Julie Squinavon, qui est ici, et qui est étudiante 22 en troisième année de licence de lettres modernes à l'université Jean Moulin Lyon 2. On projette un master de recherche avec un mémoire sur la stylistique du poème au XIXe siècle. Riche de ses compétences toutes fraîches, elle nous propose une analyse stylistique du recueil de poésie de Marco Gall.
aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de vous parler du recueil publié en 2011 de Marco Gall, Fleet, poésie de Plaisy et de Diplaisy. Et ce recueil m'a particulièrement passionnée parce qu'il est écrit en patois de Gressan, comme l'a dit Rudy Chabot déjà, et aussi pour les thèmes introspectifs présents qui m'ont particulièrement touchée. Et donc je voudrais aborder les poèmes dans une perspective stylistique en proposant une relecture personnelle aussi de quelques-uns des poèmes. Come un se désorientava avec le parfum de la beauté, écrit Marco Gall dans le poème Regard. Les vers que je viens de vous lire montrent ce que Rimbaud appelait un long, immense et déraisonné dérèglement de tous les sens, qui est permis par la synesthésie, qui fait du poète un voyant. Si on pense à l'image du fli, donc à ce que Marco Gall nous décrit dans la note liminaire, si débris de fin qui restent dans le palier du fourrier, nous pouvons associer la poésie de Marco Gall à une semence naturelle, grossière, pas sélectionnée, qui sélanelle tous les germes, bons et mauvais, de l'explosion de vie, qui apporte avec elle un éveil de tous les sens. Donc l'ambition du poète est celle de se faire semeur, de porter à la floraison de sa vérité l'esprit et la sensibilité du lecteur à travers l'emploi du vers, qui est un vers travaillé, qui recherche des effets de musicalité et de cadence. Donc en raison de la richesse et de la complexité du recueil, j'aimerais aujourd'hui traiter le lyrisme de Marco Gall, sa poétique synesthésique qui se trouve entre Plaisy et Diplaisy, entre chant et silence. Donc j'ai organisé mon propos en 3 parties. Voici la première. Dans un premier temps, je voudrais donc proposer une analyse du lyrisme de Marco Gall, mais avant tout, qu'est-ce que le lyrisme et comment le définir? Donc a priori, tout peut sembler lyrique, et donc c'est très difficile d'essayer de définir la poésie lyrique. Mais si on essaye, on pourrait dire qu'elle se caractérise par une certaine quête de musicalité, par l'usage de la première personne et par l'expression des affects du locuteur. Mais cette définition semble insatisfaisante si on pense au fait que le jeu dans un poème peut être le poète, mais aussi le lecteur qui lit le poème, et au fait que dans Fli, le poète s'exprime peu à la première personne du singulier. Donc le lyrisme de Marco Gall est très particulier, et on remarque l'esthétique de l'effacement qu'on peut rapprocher de celle de Philippe Jacotet qui écrivait « L'effacement soit ma façon de resplendir ». Et je pense que cette affirmation peut être parfaitement appliquée au recueil Fli de Marco Gall si on analyse la scène énonciative lyrique, donc la façon à travers laquelle la voix lyrique s'exprime comme une autre. Et donc en particulier pour analyser la scène énonciative lyrique, j'aurais voulu analyser le choix des pronoms personnels et des déterminants présents dans les poésies, et aussi le choix des formes verbales. Et donc j'ai fait une sélection de mes poèmes préférés pour analyser pour exposer mon propos. Si on se concentre par exemple sur le choix des pronoms personnels sujets, on remarquera que la plupart des poèmes, et en particulier 18 sur 31, donc plus de la moitié des poèmes du recueil, contiennent la deuxième personne du singulier et ou la première du pluriel, donc le tu et le nous. Le poème Plaisy di jouer, que vous voyez ici par exemple, est entièrement adressé à un tu féminin. On lit par exemple te passe te, ton corps, là on a le possessif, te dra les vêtes, et encore là on a le possessif, et ton pas harmonieux. Mais on peut aussi penser l'adresser à quelqu'un, si on est le lecteur de la poésie justement. On trouve aussi la présence du nous dans nos povins, comme vous pouvez le voir en vert, mais on ne trouve pas souvent de poèmes qui soient entièrement à la première personne du singulier. Le jeu poétique s'efface, se cache et préfère en s'exprimant à travers des désignations obliques, donc le nous, le tu, le vous parfois, soit adresser son poème à quelqu'un, soit exister avec le tu pour créer le nous. Si on pense par exemple au poème Un temps de main, ce poème est entièrement à la P4, donc il utilise le nous dans tout le poème pour suggérer justement l'entendement, l'harmonie du jeu et du tu. On lit par exemple Notre bauzen, notre joie, notre prégnant, notre entendement. Le lecteur est donc engagé à être actif et s'inclut lui-même dans la situation d'énonciation à travers la lecture de ces énoncés à la P2, à la P4 ou à la P5 aussi.
On trouve aussi quelques poèmes à lapéen, mais pas souvent, et justement ici j'en ai évoqué un. Et en particulier, dans ce poème, I Fontani, le jeu lyrique s'exprime à lapéen, mais toujours de façon discrète, voire effacée. Et ici on lit par exemple « The passo de l'ombra ». Et donc dans un endroit caché, dans le noir, dans le silence, toujours de façon très discrète. Donc, on peut aussi évoquer un autre cas encore plus rare, celui où l'énoncé est complètement désubjectivé, comme par exemple le Sermo, qui est presque un poème-conte qui parle de Saint-Anselme comme dans une sorte de petit tableau. Donc pour ce qui est du choix des personnes, on a pu voir vraiment l'esthétique de Marco Gall dans ce recueil qui est constitué donc par l'esthétique de l'effacement, où le jeu essaye de s'effacer pour s'exprimer de différentes façons, par exemple à travers le tu, le nous ou le vous. Et donc ça constitue une partie de la scène énonciative lyrique. Mais pour compléter cette analyse, il faut aussi se concentrer sur l'analyse des tiroirs verbaux. Et donc par exemple, si on pense au choix des formes verbales, le poète utilise souvent le présent de l'indicatif, qui peut être un présent d'énonciation. Le lecteur a donc l'impression qu'une voix lui soit adressée ou lui fasse une confidence, comme c'est le cas dans Plaisir d'Eve. Ici on lit « Le verbe se causse, le gueupin vaille, le viprono souffle dessus », mais a aussi une valeur atemporelle, comme si l'action était suspendue dans le temps, sans début et sans fin, dans la création d'un tableau naturel et intime, et je dirais quasi onirique. On trouve aussi l'imparfait itératif dans d'autres poèmes, comme par exemple celui-là, Sermon, que j'ai déjà évoqué. Et ici, on trouve vraiment cette valeur de l'imparfait qui est la même de celle du présent. Du coup, il est lui aussi d'aspect séquent, mais dans une situation de passé. Et donc ici, on a la création d'un tableau naturel et intime, qui indique donc la répétition de cette action dans le temps passé de l'adolescence et du bonheur, par exemple. Donc la présence des pronoms nominaux et du présent constitue celle qu'on peut appeler une scène énonciative lyrique, où le jeu se dit comme un autre, se met en scène comme s'il était une sorte de persona théâtrale qui constituait donc une forme de mise en scène, justement. Et si l'énonciation est particulière et constitue un lyrisme de l'effacement, il faut souligner que cela est rendu possible par le choix même de la forme de la poésie, qui a une spécificité par rapport à la prose, celle de posséder une musicalité. Et pour cela, on peut dire que Fli est constitué d'une poétique qui se trouve entre le chant et le silence. Et donc, avant tout, je voulais vous lire une citation de Paul Claudel, qui, dans la philosophie du livre, écrit « Ce rapport entre la parole et le silence, entre l'écriture et le blanc, est la ressource particulière de la poésie, ce qui la différencie donc de la prose. Et cette tension entre chant et silence est très palpable dans ce recueil, à mon avis. La poésie ne cesse de se faire chant, à travers les effets de rythme, les rimes, la prosodie, le ressassement des phonèmes. Et la page blanche semble se faire partition dans une fusion synesthésique entre la lecture et la musique. Mais la poésie se fait aussi silence. On peut lire le poème en silence, et tous les poèmes semblent voués à une forme particulière de silence, celle de l'éphémère. Le silence se traduit par des pauses, par des blancs et par des thèmes introspectifs. Fli se trouve donc au carrefour du chant, de l'élan et du silence, de la profondeur. Et les poèmes parviennent à, et là je cite la note liminaire écrite par Marco Gall, porter l'être à sa floraison par la musique de la parole et dans le son universel de sa langue, qui est le patois, le franco-provençal, et qui permet justement la création d'une singulière musicalité. Et si on considère par exemple le poème Son liquido, on trouve plusieurs consonances et ressassements de phonèmes qui créent une musicalité. Ici par exemple on trouve voice et ve, donc le ressassement du V, mais aussi de, just, desante, donc plusieurs consonances aussi dédentales par exemple. Et cette musicalité est amplifiée par la présence des phonèmes liquides qui se trouvent un peu partout justement dans le recueil, comme le L et le R, qui miment le mouvement de l'eau, qui crée un son, une musique, ou des larmes liées un peu quand même à une nostalgie de l'enfance. Ce mouvement est repris aussi par les concordances différées qu'on voit tout au long du poème, mais de tous les autres poèmes aussi, et donc par les enjambements dans ce cas. L'eau symbolise la cyclicité, le retour de la vie, et cette cyclicité est propre à la musique et à la poésie. Si on pense par exemple aux étymologies de vers,
Le versus, c'était le retour, et aussi de strophe, strophée, c'était le mouvement circulaire effectué par le chœur. Donc le champ sémantique de la musique, du son, est repris aussi dans ce poème par plusieurs termes sur lesquels tombent les accents du vers pour être mis en valeur, comme par exemple voice, musica, mélodie, son. Et on trouve justement musica qui est répété au début et à la fin comme une sorte de refrain et de mélodie. On trouve aussi un rythme visuel qui accompagne le mouvement des yeux, comme celui de la pensée, de l'eau et de la mémoire. Si on pense au poème ancestral, on trouve la présence du blanc typographique entre les deux strophes graphiques qui miment le manque, la temporalité passée, mais aussi la respiration et le silence, justement. Donc pendant la lecture, on est invité à faire une pause, à faire un moment de silence. Et le premier vers de la deuxième strophe met en valeur le groupe nominal salamantendra, qui est isolé entre les termes macchio et manque, qui sont presque homophones, et qui souligne la douleur, le manque, qui est sans début et sans fin. Dans d'autres poèmes, comme par exemple Muere, on trouve un jeu de termes homophones, et en particulier les termes homophones ici sont exprimés par feu, qui peut être actualisé par un déterminant article féminin, et dans ce cas, il symbolise la fin, donc la mort. Mais si actualisé par un masculin, il peut symboliser la finalité, le but, et aussi la fumée. Parce qu'en patois, le feu peut symboliser justement la finalité, mais aussi la fumée. Et donc ici, ce terme polysémique permet de travailler, de creuser le thème de la mort, qui est associé notamment à la fin, mais aussi au noir de la fumée. Et dans d'autres poèmes encore, on trouve un travail attentif, un véritable labor lime, sur la rime et sur l'anaphore. Et c'est le cas par exemple de Goglio, où le refrain est répété plusieurs fois. Egnanz, donc un ange. Egnanz de la scie, ah oui, de jouer de le milieu. Egnanz de la scie, ah oui, de jouer de le milieu. Et donc on retrouve cette idée de la musique qui retourne et de la douleur qui brise et qui revient incessamment. Si on pense aussi à l'étymologie du terme refrain, refrangere, donc ce qui revient, qui rebrise, qui apporte de nouveau la douleur. Et dans d'autres poèmes encore, comme Entendement, on trouve plusieurs rimes qui rapprochées forment un réseau sémantique dense qui condense le sens du poème et en donne des pistes d'analyse. On trouve par exemple zo, tozo, accord, poignant, pregnantin, moment et entendement. Et c'est particulièrement intéressant ici, je trouve, parce qu'on a une sorte de rime embrassée où les termes moment et entendement sont comme embrassés par les autres termes à la rime, donc poignant, pregnant, éteint. Et donc ça mime encore une fois l'entendement, comme s'il se faisait vraiment une sorte de étreinte, même les vers même. La poésie donc coule comme de l'eau de source, nous dirait Bachelard, et les vers concilient la musicalité et le silence, le chant et le blanc dans une harmonie suggestive et plurielle. Cette harmonie provoque une sorte d'éveil des sens du lecteur, qui lit des poèmes caractérisés par la synesthésie et aussi par l'oxymore, comme nous disait déjà Rudy Chabot avant. Pour cela, il est important d'analyser la poétique de l'image chez Marco Gall, qui est à mon avis la matière-émotion de ce recueil. Et donc j'ai intitulé la troisième partie « Une poétique synesthésique, l'extase des sens ». La synesthésie est la figure de style la plus présente dans le recueil et rend compte d'une langue qu'on peut qualifier de sensible, de sensualisée, parce que la poésie donne un corps, une chair au langage, comme chez Baudelaire ou Rimbaud. On trouve un travail, une attention de Marco Gall à la mise en poésie d'un soma esthétique, donc d'un corps esthétique, d'un corps qui est esthétisé. Si on analyse par exemple le poème Tucci, on relève la présence des sens qui sont engagés. Il y a notamment le touchi, donc le toucher, mis en valeur dans le titre, au début du poème, et renforcé par ses synonymes tati, atati, et repris par le terme pi, et par le verbe se tutti à la fin. On trouve aussi l'ouïe, à travers le terme musica, qui est lié au corps, parce qu'elle se sonne sur tapis, donc se sonne sur ta peau, et aussi l'odorat par les expressions parfum de perche, là on notera aussi une allitération en B, et parfum de framicchio.
Et on trouve aussi une vue d'ensemble sur la scène naturelle et érotique. Donc il y a aussi une dimension extrêmement visuelle dans ce poème. Donc la langue dit bien l'essence, la sensibilité, la sensualité. La synesthésie permet de montrer la beauté du corps, mais aussi de mettre en scène un corps qui recherche la beauté et l'illumination, comme par exemple celui du lecteur. Marco Gall travaille la langue en utilisant plusieurs tropes comme la métaphore et la comparaison qui sont employées de façon discrète dans un sermon humilis qui parle au cœur des lecteurs, mais qui parfois crée des images inattendues aussi, presque des stupéfiantes images, qui mettent en valeur les thèmes chers au poète, comme la mémoire, la tradition, le lien avec la nature, le temps, les liaisons humaines et la mort. Si on pense par exemple à un de mes poèmes préférés, Nutra Lerva, tout au long du poème, le jeu lyrique s'adresse à sa langue, au franco-provençal, au patois, et utilise la métaphore de la langue maternelle, de la langue nourricière. On trouve par exemple la métaphore « Paol a toro lassi cecciaie », donc les mots qui sont sucés comme s'il s'agissait du lait. Et donc, cela fait du langage un aliment, une nourriture fondamentale et nécessaire à la vie. On retrouve l'idée du langage qui donne le corps, qui donne la sensibilité. Et la parole devient corps aussi. On lit « ti taglio pisson, picchiario et piboz et porte et gaula ». L'anaphore et la polysynthète soulignent le caractère vital et la langue du cœur, qui permet la vie et la compréhension du monde. Et je trouve particulièrement intéressante la répétition de pi, pi, et aussi de pi et de et, qui mime presque le mouvement du cœur, comme si le poème justement battait un peu comme s'il s'agissait d'un poème qui était vivant en fait. Et donc cette pulsion synesthésique, ce plaisir, est souvent complétée ou contrebalancée par une forme de diplésie, d'éphéméro, qui accompagne les poètes en leur donnant des nuances de nostalgie, de douleur ou de mort. Et c'est le cas par exemple du poème Joie, qui est particulièrement emblématique parce qu'on retrouve vraiment cette tension oxymorique à travers l'antithèse, parce qu'il montre des jeux d'enfants dans les sépulcres. Et donc ici on trouve l'isotopie de la mort qui est très présente. On relève par exemple les termes la mort, sepulcre, le néant, le silence, le mystère, le ténèbre, qui est complété, contrebalancé par l'isotopie de l'enfance, liée à l'innocence, au jeu, à la joie et à la tendresse. Donc on lit innocent, via, chiario et giudice. Le poète se fait enfant, regarde le monde différemment à travers les yeux d'un enfant qui lui permettent de mieux voir ou de voir autrement le monde. Et cette tension oxymorique semble menacer le plaisir et le bonheur en les présentant comme instables et fugaces. Et c'est le cas par exemple du dernier poème du recueil, Éphéméro, qu'on peut presque considérer comme la synthèse de tous les autres et que je voulais donc lire avec vous. Giriamo lo souffle dell'effemero come d'un plaisir incontrollabile, e de tuo sensi la paz resta le mystérieux segno della parola, et di poison d'amour resta le silence impénétrable et l'inquiétude di ruine. Ici, le souffle de l'éphéméro, du néant, du déplaisir, de la mort, a été aimé par le poète comme un plaisir incontrôlable, qui est complété par le silence impénétrable et l'inquiétude di ruine. Donc l'amour est présenté comme un poison, comme une sorte aussi de pharmacone, donc de poison, mais aussi de remède à la fois, qui accompagne le poète et le lecteur. Et donc cette tension est mise en valeur par le vers au cœur du poème, et de tuo sensi la paz reste le mystérieux segno della parola. En particulier donc, la parole, le langage, reste, sans début et sans fin, figé à jamais sur la page blanche, la page du silence, qui est enrichie par le noir de l'encre et du chant, comme un mystère qui interroge le lecteur, pour le pousser à se laisser transporter par les poèmes, et aussi à donner sa lecture des poésies, selon sa perception et sa sensibilité. C'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Et comme on peut lire dans la note liminaire, la poesia so di Zermo della Viglia e dei lettres senza pudeur ou répugnance et vibre de sillette de plaisir et de douleur, il y a une autre lettre qui est portée à la floraison grâce à la poésie synesthésique, grâce au plaisir ou déplaisir, grâce à une poétique qui se fait chant et silence. Et je vous remercie.
présentation, très intéressante aussi. Voilà, grâce à votre collègue qui m'a prêté son recueil, voilà, j'ai eu le temps de feuilleter un peu le recueil dont vous parlez et dans d'autres, avec le français je me trouve mieux. Voilà, alors je suis heureuse que vous ayez évoqué la question de synesthésie. Parce qu'à mon avis, voilà, ça c'est je vais jeter un coup d'œil vraiment vite fait, je crois que c'est l'essentiel. En tout cas, voilà, déjà, je suis très très contente que vous ayez choisi voilà, ce poème, Le toucher. Je l'ai trouvé à l'improviste. Et je dois dire que, parce que normalement, d'après ce que je sais, j'ai lu quelques articles, quelques travaux, une thèse notamment sur la synesthésie, et normalement, il n'y en a que deux. Voilà. D'après la méthode classique, par exemple, on emploie le toucher et la musique, voilà, des métaphores de ce, ou bien voilà, voilà, normalement ça va de pair. Et là, vous avez, je crois, choisi, vous avez donné un très bon exemple où nous avons 3 ou 4 sens en même temps. Voilà. Donc c'est frappant, merci beaucoup pour cette présentation et voilà la théorie aussi qui va tout à fait avec. Merci beaucoup. Je voulais peut-être dire un mot. Déjà, je voulais remercier Madame Dunoyer de m'avoir invitée. Et je voulais remercier aussi Fabio Armand qui m'a fait connaître justement Marco Gall et ses poèmes. Et c'est grâce à lui si j'ai pu faire cette intervention et donc découvrir le recueil en particulier. D'autres questions? Donc, peut-être moi je vais poser une question. Quelles étaient les marques du dérèglement de tous les sens, par exemple? En fait, à mon avis, le poème... Merci. À mon avis, le poème Tucci est particulièrement emblématique de cela parce que selon moi, il représentait bien ce dérèglement. Donc justement, cette idée de synesthésie qui prend un peu le lecteur par la main et le pousse à lire ce poème et donc presque à se perdre un peu entre tous ces sens qui sont enchaînés et donc à lire cette synesthésie justement avec l'idée qu'on peut sonner une musique sur la peau et aussi sentir le parfum d'un goût, etc. Et donc ça, je l'ai trouvé particulièrement intéressant à creuser. C'est pour ça que j'avais évoqué justement Rimbaud et Baudelaire parce que j'avais trouvé ce lien assez direct à faire. Et la voyance, alors est-ce que, puisque vous avez dit, c'était le prélude à la voyance. Oui, selon moi, quand même, c'est vrai qu'ici aussi on voit la figure de Marco Gall, à mon avis, comme d'un poète que lui aussi veut se faire un peu voyant, au sens un peu de vouloir illuminer son lecteur, ou de quand même être assez moderne, comme on l'a dit avant avec Rudy Chabot. Donc cette nouvelle façon d'écrire, justement, non pas simplement une nostalgie du passé, mais vraiment la langue dans toute sa vie, sa puissance, même dans le présent. Donc ça aussi, j'adore. D'autres questions? Non? Alors, comme nous sommes un peu en retard... Non, c'est juste. Non, c'est juste, mais si on peut attendre que quelqu'un ait envie de poser une question. Est-ce que Marco Gall s'est exprimé lui-même sur sa question de la synesthésie et de la voyance et du dérèglement des sens, en dehors de ses poèmes, comme commentaire? Alors, j'avoue que je ne suis pas spécialiste de Marco Gall du tout, mais selon moi, il ne s'est pas particulièrement exprimé sur ça, mais Rudy Chabot, vous pouvez m'aider à répondre au cas où si je me trompe. Oui, mais c'est quand même, selon moi, une question cruciale à évoquer quand on aborde ce recueil en particulier. Donc l'idée quand même de valoriser le corps et de le rendre vivant, même en le faisant sentir dans la poésie même. Donc ça oui. Après, je ne sais pas si particulièrement il s'est exprimé en disant synesthésie. Ou il est des proches, hein. Oui. Allora, il lavoro suo Simboli Sinestesia, antitesi, tante antitesi, lo facciamo noi a posteriori, temo ahimè, senza temo in realtà, che in realtà Marco Gall si occupa sicuramente non
non ha mai fatto troppo caso sicuramente alla ricerca di una metrica, alla ricerca di una postura stilistica, cioè quelle immagini che lui ha e che ci trasmette spesso e volentieri sono abbastanza scaturite un po' di getto, cioè non è tanto programmatico, perciò se lei cerca in Marco Galli un poeta che parli del proprio stile o che analizzi se stesso, non lo trova. Anzi, Marco Galli è proprio poco interessato a questa parte, alla stilistica e anche alla metrica. Infatti il suo è sempre un verso libero. Quando fa poesia, fa rime, le può fare, le fa interne, ma non è quella la cifra stilistica di Marco Galli. Se c'è uno stile è quello di trascrivere come un sismografo in frammenti lirici la realtà che lo colpisce. Lui è bombardato dai sensi e infatti ecco, lei ha scelto secondo me la raccolta poetica che più utilizza aggettivi, colori, sinestesie e dove più di tutte le altre io è come colpito da uno scrosciare in francese non lo so dice, scrosciare di sogni e di acque battesimali, questo dice, perciò lì è verde, azzurro, argento, rosso e questo scrosciare di colori è proprio lo sbalordimento di fronte alla vita che lo colpisce da tutte le parti e quindi lui fa da sismografo, mette giù le cose ma non si occupa né di commentarle né di trovarle un senso, perciò no, non ne parla mai e se ne parla noi non lo sappiamo. Je crois que cette question, moi, j'avais Vous attendez les questions. Peut-être je peux dire une chose. Ah oui. Ce que j'ai essayé de faire, en fait, ça a été d'utiliser les outils stylistiques que je vois en cours, et donc en particulier les outils stylistiques qui touchent la langue et la littérature française. Mais ça m'a paru intéressant d'appliquer cela justement au franco-provençal et au patois. Et donc j'ai essayé de faire ce choix, en fait, ce travail. Oui, je pense que c'est très bien, très utile. Moi j'étais aussi assez stylistique. J'apprécie beaucoup ce genre de travail qui est dans la matérialité du son. Et en réalité, tout est son en poésie. Le sens est censé émaner du son. J'aime beaucoup ce genre d'études. Parfois, on peut se demander dans quelle mesure est-ce que l'écrivain ou le poète est capable de prévoir les sons qu'il va mettre en place. Parce qu'on a l'impression que s'il le fait comme ça, comment est-ce qu'il peut garder une sorte d'inspiration, d'intuition de ce qu'il a envie de dire et comment il va le dire? Est-ce que tout ça se passe de manière intuitive, d'écrire, les sons viennent par eux-mêmes vers tout ce que vous avez montré? C'est quand même le mystère de la création à ce moment-là. Oui, exactement, oui. Je suis d'accord avec vous en fait. Et après, je trouve que les poètes déjà ont une oreille particulière. Et donc parfois ils ne réfléchissent pas justement à l'effet de musicalité qu'après nous connaissons pas poète, moi en particulier que je ne suis pas poète, j'arrive à repérer ensuite seulement. Mais en fait oui, c'est pas que tout a été décidé par le poète même, c'est presque spontané justement. Et dans le cas de Marco Galli encore plus, je trouve. Oui, je dirais que le texte poétique naît du moment de la rencontre entre un lecteur et un poète. Oui, exactement. Ouais. C'est là que les deux sensibilités se rencontrent et font la magie. Ouais. Mais la question de la volonté dans la création, dans la créativité. Ouais. Parce que certains disent que si ce n'est pas voulu, ce n'est pas de l'art. Oui.
Est-ce que s'il faut aller dans ce sens-là? En fait, moi, je suis plutôt pour une lecture subjective des poèmes. Et donc, je suis plutôt, disons, favorable à l'idée que le lecteur est assez libre d'analyser le poème qu'il a devant soi. Et donc, en fait, s'il trouve un effet de musicalité, c'est bien de le cueillir, même si le poète ne l'avait pas particulièrement prévu. Après, on peut même discuter, mais... Exactement. Ok. Moi, je dirais, si c'est trop voulu, ce n'est plus de l'art. Oui, Voilà. Il y a la prochaine personne. D'accord, donc ensuite nous allons écouter donc, une conférence de la Bourse sur Marc Gall de Chama El Azouzi de l'université de Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès au Maroc. Donc elle n'a pas pu faire le voyage, mais elle nous attend. Elle est prête à commencer. Le titre, c'est Modernité de la conférence. Modernité et nostalgie pastorale, relecture stylistique des poèmes de Marc Gall. Donc bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend. On vous entend très bien. D'accord. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vous remercie pour votre présence. Et pour... oui non. Oui, on vous entend très bien. On ne vous voit pas pour le moment. On vous entend très bien, on ne vous voit pas. Est-ce que ça va pas? Oui, D'accord. D'accord. on voit la présentation. Oui, on voit On ne voit pas D'accord. votre visage. Ça marche maintenant? Oui, maintenant c'est bon. Très bien. Donc, je vous remercie bien évidemment pour votre présence et pour l'opportunité de présenter ce travail même à distance dans le cadre de cette rencontre consacrée à la littérature franco-provençale. Donc, la communication que je vous propose aujourd'hui s'intitule « Modernité et nostalgie pastorale ». Il s'agit d'une relecture stylistique des poèmes de Marc Gall. Je m'intéresserai plus précisément à la manière dont la poésie de ce poète vadotin contemporain mobilise l'imaginaire pastoral, c'est-à-dire les paysages des montagnes, les éléments de la nature et les images du monde rural, tout en bien évidemment en les inscrivant dans une sensibilité profondément contemporaine. Donc, à travers l'analyse de quelques poèmes, il s'agira de montrer comment cette écriture circule à la fois la mémoire du territoire alpin et la conscience des transformations qui affectent aujourd'hui ces espaces. Avant d'entrer bien évidemment dans l'analyse des textes, je commencerai par rappeler brièvement le contexte de la littérature franco-provençale et les enjeux scientifiques qui entourent son étude. La littérature franco-provençale constitue en effet un patrimoine littéraire particulièrement riche dans l'histoire s'étend sur plusieurs siècles et qui s'est développé dans les régions alpines, notamment en Savoie, en Suisse romande et dans la vallée d'Aoste. Dans ces territoires, le franco-provençal n'a pas seulement été une langue de communication quotidienne, il a également servi de support à différentes formes d'expression culturelle et littéraire. Donc, au fil du temps, cette tradition a donné naissance à une grande diversité de genres. On y trouve, par exemple, des textes mystiques datant du Moyen-Âge qui témoignent des premières formes d'écriture dans cette langue. Mais cette production ne se limite pas à la littérature religieuse. Elle comprend également des formes de théâtre populaire, des récits satiriques, ainsi que des œuvres poétiques plus contemporaines. Cette diversité montre que la littérature franco-provençale ne peut pas être réduite à une simple tradition locale ou folklorique. Elle constitue au contraire un espace d'expression littéraire complexe, capable de s'adapter à différentes périodes historiques et à différents contextes culturels. Un autre aspect important de cette littérature est le lien étroit qu'elle entretient avec le territoire et avec l'expérience collective des communautés qui l'ont produite. Donc les paysages alpins, les rythmes saisonniers, les pratiques rurales ou encore les traditions locales apparaissent très fréquemment dans les textes. Ces éléments ne sont pas seulement des décors, ils participent à la construction d'un imaginaire littéraire profondément ancré dans le territoire.
Cependant, il existe un paradoxe intéressant du point de vue scientifique. La langue franco-provençale a fait l'objet de nombreux travaux linguistiques et philologiques qui ont bien évidemment permis de décrire ses structures, ses variantes régionales et son évolution historique. En revanche, la dimension proprement littéraire de cette production, c'est-à-dire l'étude des œuvres, des images poétiques et des imaginaires qu'elle construit, demeure encore relativement peu explorée. C'est précisément dans cette perspective que s'inscrit la réflexion que je vous propose aujourd'hui. Donc il s'agit de s'intéresser à la poésie franco-provençale, non seulement comme témoignage linguistique, mais aussi comme création littéraire à part entière. Dans ce contexte, il est particulièrement intéressant de s'arrêter sur l'œuvre d'un auteur contemporain qui participe aujourd'hui au renouvellement de la poésie franco-provençale. Il s'agit bien évidemment du poète valdotin Marco Gall. Donc Marco Gall appartient à une génération d'écrivains qui continuent de faire vivre le franco-provençal comme langue de création littéraire. Dans un contexte où de nombreuses langues minoritaires sont fragilisées ou marginalisées, le choix d'écrire en franco-provençal revêt une dimension à la fois culturelle et esthétique. Il ne s'agit pas seulement de préserver une langue, mais aussi de montrer qu'elle peut encore être un instrument d'expression poétique capable de traduire des sensibilités contemporaines. Donc l'œuvre de Marco Gall s'inscrit très clairement dans l'espace culturel des Alpes et plus particulièrement dans celui de la vallée d'Aoste. Dans ses poèmes, les paysages de montagne, les rivières, les saisons ou encore les éléments du monde naturel occupent une place importante. Ces images contribuent à construire un univers poétique profondément ancré dans le territoire alpin. Cependant, ces éléments ne sont pas seulement mobilisés pour évoquer un monde rural, idéalisé ou figé dans le passé, ils deviennent plutôt des supports à partir desquels le poète interroge les transformations qui affectent aujourd'hui les territoires de montagne. Donc la poésie de Marco Gall se situe ainsi à la rencontre de deux dimensions essentielles. D'un côté, elle fait apparaître la mémoire d'un territoire avec ses paysages, ses gestes et ses traditions. De l'autre, elle laisse entrevoir les transformations contemporaines qui modifient progressivement ces espaces et les modes de vie qui leur sont associés. Donc cette tension entre mémoire et modernité constitue l'un des aspects les plus intéressants de son écriture. Les paysages, les éléments naturels et les images pastorales deviennent alors des moyens de réfléchir au rapport entre l'être humain, le territoire et le temps. Donc c'est précisément dans cette perspective que se pose la question centrale de cette communication. Donc comment, en gros, la poésie de Marco Gall renouvelle-t-elle l'imaginaire pastoral. Donc autrement dit, comment les images traditionnelles du monde rural, les paysages, les montagnes, les rivières, les gestes liés au travail de la terre, peuvent être réinterprétés dans une sensibilité poétique contemporaine. Pour comprendre plus précisément l'originalité de l'écriture de Marco Gall, il est utile de s'arrêter sur une tension qui traverse une grande partie de ses poèmes, celle qui existe entre la mémoire du territoire et les transformations contemporaines qui affectent les espaces alpins. D'un côté, la poésie de Marco Gall est profondément ancrée dans la mémoire du territoire. Les paysages, comme j'avais déjà mentionné, les gestes liés au travail rural, ou encore certaines traditions locales apparaissent régulièrement dans ces textes. Ces éléments renvoient à un monde façonné par les pratiques agricoles, par les rythmes saisonniers et par les formes de vie propres aux communautés alpines. Dans ce contexte, le territoire n'est pas seulement un décor, il devient un espace chargé de mémoire. Les paysages évoqués dans les poèmes portent les traces d'une histoire collective faite du travail, de transmission et d'expériences partagées. La montagne, la rivière ou encore les champs apparaissent ainsi comme des lieux où se déposent les souvenirs et les pratiques des générations passées. Mais d'un autre côté, cette mémoire du territoire est constamment mise en tension avec la réalité, bien évidemment, du monde contemporain.
Les sociétés alpines ont en effet connu au cours des dernières décennies de transformations très importantes, donc développement de nouvelles formes d'urbanisation, évolution des activités agricoles, transformation économique et modification des relations entre les habitants et leur environnement naturel. Donc ces mutations apparaissent de manière plus ou moins explicite dans la poésie de Marco Gall. Donc les paysages ne sont pas décrits comme des espaces immobiles, ils sont traversés par le temps et par les changements qui modifient progressivement les modes de vie traditionnels. Donc la poésie devient ainsi un lieu où se rencontrent différentes temporalités. D'un côté, on trouve la mémoire d'un territoire fait de paysages familiers et de gestalité. De l'autre, apparaît la conscience d'un présent marqué par des transformations profondes. C'est précisément dans cette tension entre mémoire et modernité que se construit l'univers poétique de Marco Gall. À partir de ces éléments, il est possible de formuler plus précisément la question qui guide cette communication. Donc, la problématique ou la question centrale pourrait être exprimée de la manière suivante. Donc, comment la poésie de Marco Gall réactive-t-elle l'imaginaire pastoral tout en pensant les transformations contemporaines du territoire alpin. Donc, autrement dit, il s'agit de comprendre comment les images traditionnelles associées au monde pastoral sont mobilisées dans une écriture poétique contemporaine. Donc, dans de nombreuses traditions littéraires européennes, l'imaginaire pastoral renvoie souvent à une représentation idéalisée du monde rural. Il évoque un espace perçu comme harmonieux, stable, parfois opposé aux tensions et aux complexités du monde moderne. La nature y apparaît comme un lieu de simplicité, d'équilibre et de continuité. Cependant, dans la poésie contemporaine, cet imaginaire peut être réinterprété de manière, si vous voulez, beaucoup plus complexe. Les paysages ruraux ne sont pas seulement évoqués comme les traces d'un passé idéalisé, ils deviennent aussi des espaces où se manifestent les transformations du monde actuel. Dans le cas de Marco Gall, les images pastorales ne disparaissent pas. Au contraire, elles occupent une place importante dans ses poèmes, mais ces images sont souvent mises en tension avec les mutations qui affectent aujourd'hui les territoires. Donc les paysages, les rivières ou encore les éléments du monde naturel deviennent ainsi des moyens de réfléchir à la relation entre mémoire, territoire et bien évidemment modernité. Donc, pour explorer cette tension entre imaginaire pastoral et transformation contemporaine, je m'appuierai sur l'analyse de trois poèmes de Marco Gall. Donc, le premier texte traduit par Jouet propose une réflexion très intéressante sur la relation entre le corps humain et les éléments naturels. Donc, le deuxième poème, Barrière, met en scène une rivière contrainte par les aménagements humains, ce qui permet d'interroger les transformations du paysage alpin. Enfin, le troisième texte, Images retrouvées, aborde plus directement la question de la mémoire et du passage du temps. Donc, à travers l'analyse de ces trois poèmes, il sera possible d'observer comment l'écriture de Marco Gall transforme des éléments apparemment simples, un corps, une rivière, un souvenir, en images poétiques. È da lì che va fare. J'ai perdu la première connexion, donc
Je pense que je dois repartager le... Oui, peut-être vous pouvez seulement partager l'écran et non pas les vidéos de vous. Si vous avez des problèmes. Mais on a seulement perdu 1 minute, pas de plus. Non, d'accord, merci. Donc je disais que le texte s'ouvre ainsi sur ces vers. Donc vous avez ce corps qui n'a été à personne, et les eaux l'ont connu et la terre. Dans ces quelques lignes, le corps humain est immédiatement associé aux éléments naturels fondamentaux que sont l'eau et la terre. Le poème suggère que ce corps n'appartient pas véritablement à un individu ou à une identité sociale précise. Il apparaît plutôt comme une partie du monde naturel lui-même. L'eau et la terre sont présentées comme des forces qui reconnaissent ce corps, nous avons l'expression qu'ils l'ont connu. Donc cette formulation crée une relation presque intime entre l'être humain et les éléments naturels. La nature n'est plus seulement un environnement extérieur, elle devient un espace d'appartenance, un milieu dans lequel l'existence humaine prend forme. Cette relation devient encore plus forte dans les vers suivants, où la nature, bien évidemment, est directement personnifiée. Nous avons l'amoureuse nature qui avait mis tous les trébuchets de douce perdition. La nature est ici décrite comme une force vivante, presque humaine. Elle est qualifiée d'amoureuse, donc ce qui lui confère une dimension affective et sensuelle. Mais cette nature n'est pas seulement protectrice ou bienveillante, elle apparaît aussi comme une force ambivalente, capable à la fois de créer et de détruire. L'expression douce perdition suggère en effet une forme de fatalité. La nature donne la vie, mais elle porte également en elle la possibilité de la disparition. Cette représentation renvoie à une vision profondément existentielle de la relation entre l'être humain et la nature. Donc le corps humain apparaît comme inscrit dans un cycle naturel plus vaste où la création et la destruction sont intimement liées. Ainsi, dans ce poème, l'imaginaire pastoral ne se limite pas à la description d'un paysage rural, il devient un moyen d'explorer la relation fondamentale entre l'être humain, la nature et le temps. La nature n'est plus simplement un décor, elle devient une force qui façonne l'existence humaine, qui rappelle la fragilité de la condition humaine. Cette relation entre l'être humain et la nature va cependant prendre une dimension différente dans le poème suivant, où le paysage apparaît non plus comme un espace de fusion, mais comme un espace transformé et parfois contraint par l'action humaine. Voilà, après cette première représentation d'une relation presque fusionnelle entre l'être humain et la nature, le poème suivant propose une perspective, si vous voulez, assez différente. Avec le texte traduit, donc barrière, Marco Gall met en scène un paysage qui n'est plus simplement un espace naturel, mais un territoire transformé par l'intervention humaine. Le poète évoque la Loire, donc une rivière importante du paysage valdôtain, mais cette rivière n'apparaît plus comme un espace libre et spontané, elle est au contraire présentée comme un élément désormais contraint et domestiqué. Le texte s'ouvre ainsi sur ces vers, on t'a fait des berges de pierre pour t'enchaîner droit de ma saison première. Dès le début du poème, la rivière est associée à l'idée d'un enfermement. Les berges de pierre évoquent les aménagements humains qui encadrent et contrôlent le cours de l'eau. Le verbe enchaîner renforce cette impression. La rivière apparaît comme une nature capturée, soumise à l'action humaine. Dans ces vers, la rivière devient aussi un symbole de la mémoire du territoire. L'expression « Doire de ma saison première » suggère un lien intime entre le paysage et les souvenirs du sujet poétique. La rivière représente non seulement un élément naturel, mais aussi un lieu chargé d'histoire personnelle et collective. Donc la transformation du paysage se poursuit dans les vers suivants. Vous avez des barrières de temps où l'on ne peut plus retourner en arrière. Ici, l'image de la barrière ne renvoie plus seulement à une transformation physique du paysage, elle devient également une métaphore du temps. Le poète souligne l'impossibilité de revenir en arrière, ce qui renforce l'idée d'une modernité irréversible.
Les transformations du territoire apparaissent alors comme un processus auquel il est impossible d'échapper. Les paysages changent, les modes de vie évoluent et les relations entre les individus et leur environnement se transforment progressivement. Cette tension apparaît de manière particulièrement forte dans les derniers vers du poème, entre les bords de pierre de notre Loire prisonnière. La rivière devient ici l'image d'une nature enfermée dans les structures construites par l'être humain. Cette image peut aussi être interprétée de manière plus symbolique. Elle renvoie à une transformation plus générale du rapport au territoire, dans un monde où les paysages traditionnels se trouvent bien évidemment progressivement redéfinis. Dans ce contexte, la nostalgie qui traverse le poème ne doit pas être comprise comme un simple regret du passé. Elle peut plutôt être interprétée comme une forme de nostalgie critique qui permet de prendre conscience des transformations du territoire et de réfléchir aux conséquences de ces changements. Ainsi, à travers l'image de la rivière, Marco Gall propose une véritable réflexion poétique sur la relation entre nature, mémoire et modernité. Donc voilà, après avoir observé la manière dont Marco Gall met en scène la relation entre l'être humain et la nature, puis les transformations du paysage alpin, il est intéressant de constater que sa poésie explore également une dimension plus intime, celle de la mémoire intérieure. Dans le poème Images retrouvées, l'écriture ne se concentre plus principalement sur le paysage extérieur, elle se tourne plutôt vers l'expérience du temps, et vers la manière dont les souvenirs continuent d'habiter l'individu. Le poème s'ouvre ainsi sur ces vers, donc la tendresse du frais sourire caché sous le masque des années. Ces mots suggèrent immédiatement l'idée du passage du temps. L'expression masque des années évoque la manière dont le temps transforme les visages, les expériences et les souvenirs. Les années apparaissent comme une sorte de voile qui recouvre progressivement les traces du passé. Cependant, le poème ne se limite pas à cette idée de transformation, il évoque également une forme de continuité intérieure. Cela apparaît dans le vers suivant. Cela, c'est bien toi qui as grandi au-dedans, seulement en nageant sur le temps. Ici, l'image du mouvement dans le temps est particulièrement intéressante. Le sujet poétique semble évoluer au fil du temps, mais cette évolution ne correspond pas à une rupture ou à une perte. Elle évoque plutôt un processus de maturation intérieure. Le temps devient ainsi un espace que l'on traverse, un peu comme un paysage. Donc l'individu change, mais il conserve au fond de lui une certaine continuité. Cette idée apparaît encore plus clairement dans les derniers vers du poème, préservé du massacre de la racine de ta fleur. La métaphore de la racine et de la fleur renvoie à l'idée d'origine et de croissance. Même si le temps transforme les apparences, quelque chose demeure intact. Une racine profonde qui continue de nourrir l'identité. Sur le plan stylistique, cette poésie se caractérise par un lexique très concret, par l'usage d'images symboliques et par de nombreuses métaphores inspirées du monde naturel. Les éléments de la nature deviennent ainsi des moyens d'exprimer des expériences humaines plus profondes liées à la mémoire, au temps et également à l'identité. Ainsi, à travers ces images simples mais très évocatrices, Marco Gall parvient à transformer des éléments ordinaires, un sourire, une fleur, un souvenir, en véritables figures poétiques capables d'exprimer la continuité de l'être à travers le temps. Pour conclure, donc, l'analyse des poèmes en gros de Marco Gall permet de mettre en évidence la manière dont la poésie franco-provençale contemporaine articule étroitement mémoire du territoire, transformation du paysage et expérience du temps. Tout d'abord, on peut observer que l'imaginaire pastoral occupe une place centrale dans cette écriture. Les paysages alpins, les gestes du monde rural et les éléments de la vie quotidienne apparaissent régulièrement dans les poèmes. Cependant, ces images ne renvoient pas simplement à une représentation nostalgique d'un monde rural disparu. Elles participent à la construction d'une mémoire collective du territoire qui reste profondément inscrite dans les paysages et dans les expériences humaines. Ensuite, cette mémoire du territoire est constamment mise en tension avec les transformations contemporaines.
Les paysages évoqués par Marc Gall ne sont pas des espaces immobiles, ils portent les traces des mutations économiques, sociales et environnementales qui affectent aujourd'hui les territoires alpins. Donc la poésie devient ainsi un lieu où se rencontrent différentes temporalités, celle du passé qui renvoie aux pratiques et aux traditions héritées, et celle du présent marquée par les changements et les recompositions du territoire. Enfin, l'analyse des lexiques concrets, des images poétiques très évocatrices et un travail particulier sur le rythme et la musicalité de la langue, Marc Gall parvient à donner au franco-provençal une véritable dimension esthétique. Loin d'être cantonné à un usage patrimonial ou folklorique, cette langue apparaît ici comme un instrument poétique pleinement vivant, capable d'exprimer des expériences complexes liées à la mémoire, au territoire et au passage du temps. Ainsi, la poésie de Marc Gall montre que les langues dites minoritaires peuvent encore aujourd'hui constituer des espaces puissants de création littéraire. Elles permettent non seulement de préserver un héritage culturel, mais aussi de proposer des formes d'expression capables de penser, bien évidemment, le monde contemporain. Donc là, il y a une petite bibliographie sélective, et je vous remercie pour votre attention. Merci Chama. Alors est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Donc il nous reste quelques minutes pour les questions. Parce que... Monsieur Gerton. Bon, merci de ce remarquable exposé. Je ne sais pas si notre ami est actuellement en contact. C'est la question. Peut-être les autres intervenants. Est-ce que vous entendez? Un peu, mais ça va, ça marche. Oui, la question que je voulais vous poser... Si vous approchez de l'ordinateur, elle va sortir. La question que je voulais vous poser, à partir du dernier poème que vous nous avez présenté, il m'a semblé qu'on avait également quelque chose de supplémentaire par rapport, non pas au titre de votre exposé, mais par rapport aux 3 communications qui ont été tournées autour de Marc Gall. C'est effectivement, je dirais, la transformation de la personne, c'est-à-dire quelle place finalement l'auteur donne, je dirais, à son expérience existentielle. Il me semble effectivement que le parler des transformations du personnage est aussi évoquer peut-être la place de l'homme, de l'homme dans cette évolution civilisationnelle qui touche, disons, entre guillemets, grosso modo, à l'écologie au sens, disons, au capitalisme dans ses évolutions négatives. Oui, merci pour cette question. Elle permet effectivement de préciser un aspect important du dernier poème. Dans l'image retrouvée, il me semble que l'on observe un déplacement intéressant par rapport au texte précédent. Alors que les premiers poèmes mettent surtout en scène la relation entre l'être humain et le paysage alpin, celui-ci introduit bien évidemment une dimension plus intérieure. Donc le poème suggère une forme de transformation de la personne à travers le temps et l'expérience vécue. Donc les images du sourire, du masque des années ou encore de la racine et de la fleur renvoient à une maturation intérieure plutôt qu'à une simple, bien évidemment, description du territoire. Donc autrement dit, la nature devient ici un langage symbolique qui permet d'exprimer l'évolution de l'identité et de l'expérience existentielle. On peut donc dire que ce poème, bien évidemment, élargit la réflexion en passant du territoire extérieur à la mémoire intime de l'individu. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, j'en avais une. Est-ce quel rapport explicite Marc Gall avait avec la modernité? Parce que il vous a été dit qu'il était sans nostalgie, mais il regrettait que la rivière soit enchaînée par la pierre. Est-ce qu'il y a une vue générale qu'il aurait exprimée sur les évolutions pratiques et matérielles du paysage et du pays?
Bien évidemment, le rapport à la modernité apparaît ici de manière plus indirecte que par exemple, dans le dernier poème, que dans le poème Barrière. Dans Images retrouvées, la modernité, par exemple, n'est pas évoquée à travers la transformation du paysage, mais plutôt à travers l'expérience du temps et de la subjectivité. Donc le poème, en gros, Marco Gall montre comment l'individu traverse les années, accumule des expériences et se transforme ultérieurement. Donc cette évolution personnelle peut être interprétée comme une manière de penser, si vous voulez, la condition humaine dans un monde contemporain marqué par le changement. Donc la modernité se manifeste moins dans l'espace extérieur que dans la manière dont le sujet poétique réfléchit à son propre parcours et à la continuité, si vous voulez, de son identité. Donc on peut ainsi dire que ce poème introduit une dimension existentielle qui complète, si vous voulez, la réflexion sur le territoire et ses transformations. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Encore une minute peut-être? Non, bien, nous allons maintenant faire une pause. Nous vous remercions beaucoup, Chaba, et nous vous disons... Je vous remercie également. C'est un plaisir. Nous avons une pause d'une minute.